J'ai parfois l'impression d'être un avatar contrôlé par un extraterrestre qui avait juste besoin de recalibrer ses commandes. J'étais dans la cuisine avec un ami. J'essayais d'atteindre l'étagère la plus haute pour faire descendre un plateau de service. En l'inclinant vers moi pour le tirer vers le bas, un énorme couteau de cuisine, du genre couteau de Halloween, a glissé et est tombé pointe en avant vers moi. C'était dans un logement que je louais et je n'ai aucune idée de qui avait mis ce couteau-là. Le temps a semblé ralentir pendant que je regardais le couteau tomber vers mon corps. Je l'ai entendu frotter contre le plateau en glissant et j'ai vu la pointe diriger droit vers mon plexus solaire. J'ai eu le temps de penser, d'une manière étrangement calme et détachée, « Merde, c'est fini, ce couteau va s'enfoncer jusqu'au manche dans mon ventre, en biais vers le bas, et je vais mourir. » Au moment où la pointe du couteau a touché mon t-shirt, le couteau entier a simplement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Il était là, puis soudain plus rien. J'étais prêt à mettre ça sur le compte d'une hallucination étrange et à remettre en question ma santé mentale, quand j'ai regardé mon ami qui se tenait à côté de moi. Il avait les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte, et il a dit « Qu'est-ce qui vient d'arriver à ce couteau ?» J'ai commencé à paniquer et à trembler de partout en disant « Oh mon Dieu, tu l'as vu toi aussi ?» Il avait vu exactement la même chose que moi. Nous avons cherché partout dans la cuisine un couteau comme celui-là et ouvert tous les tiroirs, en nous disant qu'il était peut-être tombé quelque part sans que nous l'ayons vu ou entendu. Il n'y avait aucun couteau qui lui ressemblait nulle part dans la maison. C'était en 2007, plus précisément la semaine juste après Thanksgiving, donc à peu près à cette période de l'année. C'est la chose la plus folle qui me soit jamais arrivée. J'y pense tout le temps et j'aimerais vraiment avoir une réponse. Si quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire, j'aimerais beaucoup en parler. Quand j'ai acheté une nouvelle carte graphique pour mon ordinateur, j'ai mis l'ancienne dans la boîte de la nouvelle afin de la garder en sécurité, au cas où je trouverais quelqu'un qui aurait besoin d'une carte temporaire, puisqu'elle fonctionnait encore correctement. Elle provenait d'un ordinateur qui avait été payé par mon grand-père peu avant son décès, et je ne voulais vraiment pas jeter la dernière pièce encore utilisable de cet ordinateur. Comme prévu, mon oncle m'a demandé de la lui prêter, car il pensait que sa carte graphique était en train de lâcher et voulait l'utiliser pour faire des tests. Il me l'a rendue quand il s'est avéré que le problème venait d'ailleurs. Il m'a donné la boîte, partiellement ouverte, avec la carte à l'intérieur dans sa pochette antistatique. Je l'ai replacée correctement, j'ai remis le reçu de la nouvelle carte par-dessus, j'ai fermé la boîte et je l'ai posée sur un escalier pour la descendre plus tard au sous-sol. Elle est descendue au sous-sol et est restée là pendant quelques mois, avec d'autres boîtes de composants informatiques empilées par-dessus. À un moment, je l'ai ouverte pour vérifier quelle carte c'était exactement. Récemment, mon père a décidé qu'il voulait qu'on lui monte un nouvel ordinateur, et j'étais ravi de pouvoir lui offrir mon ancienne carte, puisque c'est son propre père qui était la raison pour laquelle je l'avais. Je suis descendu au sous-sol, j'ai remarqué que le poids de la boîte semblait étrange, et d'une manière ou d'une autre, elle avait disparu. La boîte est complètement vide, alors que le reçu que j'avais posé par-dessus est toujours là, exactement comme je l'avais laissé. Je ne comprends toujours pas ce qui a bien pu se passer. Nous avons même envisagé la possibilité qu'une équipe d'ouvriers, qui était intervenue au sous-sol quelques jours auparavant, l'ait prise dans sa poche, jusqu'à ce que nous vérifions qu'ils n'avaient pas été laissés seuls une seule seconde et que c'étaient des gens dignes de confiance. Nous leur faisions entièrement confiance, mais après avoir fouillé toute la maison, nous ne trouvions aucune autre explication possible. Je n'arrive pas à comprendre comment quelque chose peut disparaître dans le néant. C'est arrivé il y a très longtemps, donc certains détails peuvent être inexacts, mais voici ce qui s'est passé de mon point de vue. Je vis dans une toute petite ville. La plupart des gens qui vivent ici sont soit des parents d'enfants qui vont à l'unique école et maternelle du coin, soit des grands-parents à la retraite. Du coup, beaucoup d'enfants ont le même âge et traînent souvent ensemble. Il y a aussi énormément de plages, donc quand l'été arrive, tout le monde y va en groupe. Nous étions, je pense, un groupe d'environ 7 à 10 enfants, tous de la même classe ou presque.
Nous venions juste d'aller nager et nous rentrions chez nous. Sur le chemin vers le quartier où la plupart d'entre nous habitions, nous devions traverser la route principale qui traverse la ville. En été, il y a beaucoup de voitures qui passent. Nous devions être en CE2 à l'époque et nous étions à vélo. La règle numéro 1 que nos parents et nos enseignants nous avaient apprise était que, pour traverser la route, il fallait descendre du vélo et regarder des deux côtés, de préférence une fois de trop, avant de traverser. Donc, comme les bons enfants que nous étions, nous sommes tous descendus de nos vélos et nous avons tous regardé autour de nous pour être sûrs qu'aucune voiture n'arrivait. Malgré la forêt qui bordait la route, nous avions une vue dégagée sur environ 100 à 200 mètres. Aucune voiture. Alors que nous avons tous décidé que c'était sûr de traverser, nous avons été surpris par une voiture qui se trouvait à peine un demi-mètre de nous. Je me souviens que la voiture était petite et rouge. Il y avait une femme au volant et une autre à l'arrière, qui criait clairement, la bouche grande ouverte, avec une expression de panique sur le visage. Aucun de nous n'avait vu ou entendu cette voiture arriver, et elle avait littéralement semblé se téléporter juste devant nous. Je ne me souviens pas non plus clairement de l'avoir vue repartir. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Nous avons dû rester là pendant 5 minutes, paniqués, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Il y a une certaine pièce dans ma maison qui semble être hantée. Pour expliquer d'où je viens, je vis dans une région de l'Ohio connue par les habitants pour les tragédies qui s'y sont produites. Par exemple, on peut passer devant un champ appelé « The Goodrich Cemetery », que les locaux connaissent comme l'endroit où une famille a été brûlée vive par des Amérindiens en colère, à qui on avait pris leurs terres. Mais, pour une raison quelconque, on ne trouve presque rien sur Internet à propos de ces événements, ce qui rend tout cela un peu louche. Pour revenir à la pièce, ma chambre se trouve juste en face, et mon lit était placé de façon à ce que je puisse voir clairement la porte de cette pièce. Un jour, quand j'avais 12 ans, j'étais assise sur mon lit en train de lire un livre et j'ai soudain décidé de lever les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Quelle mauvaise idée. Dans la pièce, juste à côté du ventilateur au plafond, je l'ai vue. C'était une femme grande et maigre, les cheveux tirés en un chignon serré, portant une sorte de chemise de nuit ou de robe, suspendue dans les airs, les pieds pointés droit vers le sol, comme accrochés à une corde invisible. Elle était blanche et floue, en quelque sorte. Je n'ai pas eu le temps de bien la distinguer. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais déjà vide à l'intérieur, mais dans ma tête je me suis dit, oh, mince. Je n'étais pas idiote non plus. J'ai simplement baissé les yeux vers mon livre, faisant semblant que, pour une raison quelconque, une vieille dame morte n'allait pas essayer de m'attaquer. Je n'allais pas mourir parce que je n'avais pas su me mêler de mes affaires. Je n'étais pas stupide. J'ai regardé à nouveau quand j'ai été à peu près sûr qu'elle serait partie. Elle avait disparu, alors j'ai couru, hystérique, jusqu'en bas pour aller voir ma mère et lui raconter ce qui s'était passé. Elle m'a dit que j'étais folle, mais je savais que ce n'était pas le cas. Il y avait déjà eu des signes de hantise auparavant aussi. La porte qui tremblait, ce qu'on attribuait au courant d'air, des bruits de pas inexpliqués, des sons venant de la bouche d'aération qui donnaient l'impression que quelqu'un grimpait à l'intérieur mais qu'on disait normaux, et des chutes soudaines de température. Je soupçonnais quelque chose depuis quelques années déjà. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été surprise. Le lendemain, j'en ai parlé à mon amie. Même si elle était sceptique, elle m'a conseillé de faire des recherches sur notre propriété parce que, encore une fois, la ville dans laquelle nous vivions était connue pour son passé sombre. Et ce n'était même pas le pire. Quelques jours plus tard, j'ai rassemblé assez de courage pour dormir à nouveau dans ma chambre. Un ami et moi allions jouer sur une aire de jeu. Il y avait une balançoire à côté du nez. Quand on se balançait assez haut, on pouvait voir l'entrée du parc à travers un trou dans les buissons. Si on avançait d'environ 5 pas, on pouvait aussi voir autour de la haie. À l'entrée, il y avait un poteau avec une tête ou un disque de clown qui tournait, pour montrer que c'était un endroit adapté aux enfants. À notre âge, environ 10 ou 11 ans, c'était encore un peu plus grand que nous. Pendant que j'étais sur la balançoire, j'ai atteint cette hauteur et j'ai regardé.
J'ai vu un homme immense debout à l'entrée. Il portait un costume noir et avait un visage blanc sans aucun trait, pas d'yeux ni de bouche. Il était plus grand que le clown, que je ne pouvais même plus voir à ce moment-là. Je me suis balancé une nouvelle fois et il était toujours là. J'ai eu peur, j'ai sauté de la balançoire, j'ai regardé autour de la haie et il n'y avait absolument personne. Mon ami me regardait, confus, alors je lui ai dit que j'avais vu quelque chose en regardant à travers le trou dans la haie. Il ne m'a pas cru. Il est monté sur la balançoire, s'est balancé assez haut, l'a refait une deuxième fois, puis a sauté par terre complètement paniqué. Il a décrit exactement le même homme grand que moi. Nous sommes ensuite allés vérifier l'entrée pour voir s'il y avait quelque chose qui pouvait ressembler à ça. Mais non, il n'y avait que des buissons, la clôture et le clown, et personne en vue. Confus, nous sommes retournés à la balançoire. Je me suis balancé de nouveau, j'ai regardé à travers le trou, et l'homme était encore là. J'ai aussitôt sauté à terre et dit à mon ami que je l'avais revu. Nous étions tous les deux terrifiés et en panique, et nous avons couru jusqu'à sa maison qui était juste à côté, en prenant une autre sortie parce que nous avions peur de ce qui pourrait se trouver à l'entrée normale. À l'époque, je n'avais pas vraiment Internet. Je savais seulement qu'on pouvait jouer à Warcraft 3 en ligne et regarder des clips musicaux sur YouTube. En arrivant au collège, j'avais plus ou moins oublié cette histoire. Puis je m'en suis soudain souvenu après avoir regardé une vidéo sur le jeu Slandé, qui venait de sortir et qui était extrêmement populaire à ce moment-là. J'ai encore du mal à croire à quel point la description correspondait parfaitement à ce dont je me souvenais de la silhouette sur l'aire de jeu, au point que je ne serais pas vraiment surpris si certaines choses se révélaient réelles. Cela s'est produit il y a environ 1 an et j'y pense encore tout le temps. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça sans avoir l'air fou, mais c'est l'expérience qui m'a entraîné dans tout le délire de l'immortalité quantique. Cher modérateur, l'histoire mentionne brièvement l'alcool, mais je tiens à préciser que j'étais totalement sobre pendant toute la durée des faits. Environ 1 semaine avant l'événement principal, mon ami Morgan et moi roulions en voiture quand un autre véhicule nous a coupé la route et a projeté un caillou. Il a frappé mon pare-brise littéralement juste devant mon visage. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que la pierre avait presque traversé la vitre pour me toucher, même si ce n'était pas le cas. J'ai actionné les essuie-glaces en pensant que c'était peut-être de la poussière, mais il y avait un impact avec une petite fissure qui partait de là. Nous l'avons tous les deux vu, nous en avons parlé en disant que c'était agaçant, et je ne me suis pas trop inquiété parce que là où je vis, les pare-brises sont remplacés gratuitement tout le temps. Cet impact est resté là toute la semaine, pile dans mon champ de vision. Environ 1 semaine plus tard, j'étais censé retrouver Morgan pour sortir le soir, mais je suis sorti du travail en retard et, quand je suis arrivé, elle était déjà un peu ivre. J'ai décidé que le mieux était de la raccompagner chez elle d'abord, pour pouvoir ensuite profiter de la soirée sans m'inquiéter pour elle. Il pleuvait très fort, je roulais sur l'autoroute à la vitesse autorisée. Il y avait environ 5 voies et j'étais sur celle du milieu, avec beaucoup de voitures derrière moi. J'ai fait de l'aquaplaning. Je conduis une voiture de sport et j'ai de l'expérience pour la contrôler. Il m'arrive de faire glisser la voiture dans les virages, donc je sais comment elle réagit, mais là c'était différent. J'ai commencé à partir en tête à queue sur l'autoroute, à quelques centimètres du terre-plein central à plusieurs reprises, d'un côté puis de l'autre, à travers toutes les voies. Nous avons fini par faire un demi-tour complet et nous nous sommes retrouvés face au trafic, avec les phares des voitures qui arrivaient droit sur nous. Dès que la voiture a cessé de tourner, j'ai fait demi-tour et j'ai accéléré à fond pour éviter de nous faire percuter. Et c'est là que ça me perturbe vraiment. Morgan est quelqu'un qui s'endort instantanément et qui est extrêmement difficile à réveiller. Elle peut être en pleine conversation et s'endormir d'un coup. Elle se réveille à ce moment précis en sursaut et dit « On a eu un carambolage avec 9 voitures ». Je l'ai juste regardé fixement, parce que c'est exactement ce qui se serait produit si nous avions percuté quelque chose sur l'autoroute, peut-être 10 secondes plus tard. Après ça, tout m'a semblé étrange. En conduisant, je me rends compte que l'impact sur mon pare-brise a disparu. Complètement disparu. Celui qui était juste devant mes yeux depuis 1 semaine entière. Plus de fissures,
plus rien. J'ai une dashcam, alors je me suis arrêté plus tard pour vérifier les images. Ma caméra enregistre en boucle de 2 à 3 minutes. Toute la séquence avec l'aquaplaning, les têtes à queue, son réveil et ce qu'elle a dit est tout simplement absente. Un jour d'été quand j'étais enfant, je me suis réveillé vers 10 heures du matin. Depuis mon lit, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu mon père et ma mère en train de travailler dans le jardin. Parfait. J'avais un peu de temps pour regarder la télévision avant de faire mes corvées. Je me suis tourné vers l'endroit où se trouvait habituellement la télécommande de la télévision de ma chambre, mais elle n'était pas là. C'était étrange parce que ma chambre était toujours parfaitement rangée. Mes parents y tenaient beaucoup et rien ne traînait jamais. D'habitude, quand j'allais dormir, je posais simplement la télécommande au sol près du lit. Elle aurait dû se trouver à moins de 30 cm de l'endroit habituel. J'ai commencé à chercher. J'ai regardé autour du lit, sous le lit, près des murs. J'ai vérifié les draps, l'oreiller, même entre le matelas et le cadre. 8 longues minutes ont passé et je n'ai absolument rien trouvé. Le sol était vide, seulement de la moquette propre. Il n'y avait aucun objet dans toute la pièce. La télécommande n'était clairement pas là. J'ai fini par me dire que ma mère avait dû la prendre. Elle savait sûrement que je resterais à regarder la télévision au lieu de sortir aider. Elle n'avait jamais fait ça auparavant, mais à ce moment-là, c'était la seule explication logique que je pouvais trouver. J'ai donc abandonné l'idée de regarder la télé et je suis allé me brosser les dents. Ensuite, j'ai mangé un pop-tart dans la cuisine tout en observant mes parents qui ramassaient des tomates dans le jardin. Après ça, je suis retourné dans ma chambre pour m'habiller et aller faire mes tâches dehors. En me retournant, je me suis figé. La télécommande était là, posée sur le sol, parfaitement parallèle au lit. Elle était bien en vue, impossible à rater. C'était le seul objet dans toute la pièce. Si elle avait été là plus tôt, je l'aurais vue immédiatement. Je tremble encore en tapant ceci. Il est minuit le 28 décembre et ce qui s'est passé il y a quelques heures me fait remettre en question la frontière entre notre monde et l'invisible. Avant d'entrer dans les détails, je dois clarifier certaines choses. Je suis parfaitement sobre. Je ne prends pas de drogue et l'alcool est totalement exclu pour moi puisque je suis musulman. Mon seul plaisir coupable, c'est mon amour pour le cinéma. Je tiens beaucoup à posséder mes médias. Je ne suis pas fan de l'ère du streaming. Je préfère télécharger mes films et séries pour les regarder quand et comme je le veux. C'est une habitude qui rend cette histoire encore plus terrifiante. Je ne suis pas ici pour imposer ma religion à qui que ce soit. Je donne ce contexte parce qu'il explique pourquoi cette expérience m'a autant bouleversé. Je suis musulman. Dans notre doctrine traditionnelle, nous ne croyons pas vraiment aux théories du multivers ou des réalités parallèles. Pour nous, ce sont des idées philosophiques, pas la réalité. Nous croyons en un seul univers partagé par les humains et les djinns, qui possèdent le libre arbitre. Les djinns sont des entités faites de feu sans fumée. Nous avons aussi la croyance que, puisqu'ils sont essentiellement de l'énergie ou du plasma, ils peuvent interagir avec l'électricité et les écrans numériques, en les utilisant presque comme des miroirs ou des portails. L'expérience. Je regardais à nouveau Harry Potter, précisément Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'étais allongé, casque sur les oreilles, dans cet état détendu et légèrement somnole où l'on est sur le point de s'endormir tout en suivant encore l'histoire. À exactement 1h23 36 secondes, au moment où Hermione baisse sa baguette devant le visage de Malfoy, l'écran a fait quelque chose qu'il ne devrait physiquement pas être capable de faire. À exactement 1h23 36 secondes, l'image s'est transformée en film d'horreur. Des trous se sont ouverts dans le visage d'Hermione et de véritables vers ont commencé à ramper hors de sa peau. Sa langue est tombée et elle a commencé à gémir. C'était un cauchemar trypophobique d'un réalisme saisissant. Je n'étais pas assez somnole pour rêver, car j'étais suffisamment conscient pour réagir instantanément. J'ai appuyé sur pause. L'écran s'est figé sur cette image horrifiante. Pendant que le film était en pause,
j'ai appuyé sur Win plus Shift plus S pour faire une capture d'écran, presque par réflexe. La partie qui défie toute logique. Alors que je regardais ce visage infesté de vers figés à l'écran, le film a commencé à revenir à la normale alors que le lecteur était toujours sur pause. C'était comme si une surcouche était retirée ou comme si le film se réparait lui-même en temps réel. Et je précise que cela ne concernait que son visage, rien d'autre à l'image. J'ai immédiatement vérifié la capture d'écran que je venais de prendre. Elle montrait une Hermione parfaitement normale et belle. Aucun trou, aucun verre. La langue était normale. J'ai ensuite vérifié le HMD5 du fichier. Si le fichier avait été modifié ou corrompu, le H aurait changé, mais ce n'était pas le cas. Les données étaient intactes. La configuration. Nous sommes en décembre et il fait très froid ici, et mon PC est équipé d'une RTX 4060. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez que cette carte est très froide et économe en énergie. Mon GPU était à 32 degrés Celsius avec un point chaud à 38 degrés Celsius. Je ne l'ai jamais vu approcher des 70 degrés Celsius, jamais, même en le poussant à fond. Il n'y avait absolument aucune chance de surchauffe ou d'artefact graphique lié au matériel. Ce n'était pas un bug du GPU. J'en ai déjà eu et ce sont plutôt des erreurs pixelisées à l'écran. Je n'essaie de convaincre personne. Je suis juste un type qui a vu un fichier numérique se transformer en quelque chose de grotesque, puis effacer toute trace de cette transformation juste sous mes yeux. Je n'ai pas pensé à lancer un enregistrement d'écran, c'était trop tard pour capturer une preuve, mais je soupçonne qu'un enregistrement aurait montré la même image, propre, que la capture d'écran. Est-ce que quelqu'un d'autre, surtout des personnes ayant un bagage spirituel similaire, a déjà vécu ce genre de manipulation technologique? J'ai déjà vu des silhouettes d'ombre dans la vraie vie et entendu des bruits de pas, fantomatiques, dans mon village, mais cette manipulation numérique est d'un tout autre niveau de terreur. J'aimerais vraiment savoir si je suis seul ou si d'autres ont déjà vu leur. Cela peut sembler sans importance, mais c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû être possible. Il y a environ 5 ans, pendant l'été, j'étais chez ma grand-mère. Nous discutions tranquillement dans la salle à manger, sans rien de particulier. La table de ma grand-mère était placée juste à côté d'une fenêtre et j'étais assis de façon à avoir la fenêtre directement dans mon champ de vision. À un moment, j'ai remarqué une mouche posée à l'extérieur de la vitre. Elle ne faisait rien d'inhabituel au début, puis elle a commencé à bourdonner d'une manière étrange. Ce n'était pas le bruit normal d'une mouche qui vole. On aurait dit qu'elle faisait un effort énorme, comme si elle essayait d'accomplir quelque chose de difficile. Intrigué, je me suis mis à l'observer attentivement, sans vraiment comprendre ce que je voyais. La mouche s'est approchée d'un point précis de la vitre et a commencé à se presser contre le verre. Elle semblait tenter de se faufiler à travers un minuscule trou invisible. Elle forçait, reculait légèrement, puis recommençait, comme si elle luttait contre une résistance. Après quelques secondes qui m'ont paru très longues, la mouche a soudainement disparu de l'autre côté et s'est retrouvée à l'intérieur de la pièce, avant de s'envoler normalement dans la salle à manger. Je n'ai rien dit sur le moment. Je me suis dit que si j'en parlais, les autres se moqueraient de moi ou diraient que j'avais mal vu. La discussion a continué comme si de rien n'était, mais moi, je n'arrivais plus à penser à autre chose. Une fois que tout le monde est parti, je suis allé directement à la fenêtre pour vérifier. J'ai inspecté le verre lentement, en passant mes doigts dessus, en regardant sous différents angles, à la lumière du jour. Il n'y avait aucun trou, aucune fissure, pas même une rayure. La vitre était parfaitement intacte. Pendant que je vérifiais encore, mon petit cousin, qui avait environ 10 ans à l'époque, est venu me rejoindre. Avant même que je ne dise quoi que ce soit, il m'a dit qu'il avait vu exactement la même chose. Il a décrit la mouche, l'effort étrange, et le moment où elle est passée à l'intérieur. À cet instant, nous nous sommes regardés, à la fois soulagés et profondément troublés. Nous espérions presque que l'un de nous se soit trompé, mais ce n'était pas le cas. Mon pays est actuellement en confinement à cause du Covid-19. Je suis chez mes parents avec mon fils de 5 ans et nous sommes ici depuis le début.
Aujourd'hui, comme nous nous occupions des tâches ménagères, nous travaillions dans le jardin arrière et avions presque tout terminé, la pelouse était tondue, les plantes arrosées et nous avions réorganisé des matériaux de construction que mon père garde au fond de la propriété, simplement parce que nous nous ennuyions à mourir. La propriété de mes parents est grande. Le jardin arrière fait d'environ 50 mètres de long sur 25 de large et au fond se trouve une grange où mon père range tous ses outils et le matériel lié à son travail. Je suis rentré dans la maison pour préparer le bain de mon fils. Après un moment, je suis ressorti et je l'ai appelé. Il jouait avec mon père dans la grange pendant que ma mère nourrissait le chien. Je voyais clairement mon père jouer avec mon fils, car la grange a l'électricité et les lumières étaient allumées. J'ai appelé mon fils et il a couru vers la maison où je l'attendais. Je lui ai dit d'entrer et de se préparer pour le bain et, lorsqu'il est passé à côté de moi, j'ai ressenti une sensation étrange, presque comme de la peur, mais pas exactement. Je ne sais pas comment la décrire. Je l'ai suivi à 2 pas derrière lui. Il est entré dans la maison et je l'ai suivi presque immédiatement, mais à ma grande surprise, il n'était pas là. Et je ne veux pas dire qu'il a couru très vite pour se cacher. Il n'était tout simplement pas dans la maison. Je l'ai appelé et j'ai fouillé les pièces et la salle de bain. La maison est petite, seulement 2 chambres, une seule salle de bain, un espace ouvert regroupant la cuisine, la salle à manger et le salon, et c'est tout. Je suis sorti en courant pour prévenir mes parents et, à ma stupéfaction, mon fils était de retour dans la grange avec des vêtements différents et les cheveux plus longs. Je les lui avais coupés quelques jours auparavant. Mon père portait aussi une chemise différente et ma mère n'était pas là. Je me suis retourné juste au moment où elle sortait de la maison et elle a vu mon expression vide. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si pâle et je n'ai pas pu lui répondre. Je voulais le faire, mais les mots ne sortaient pas. Il y a quelques heures, lorsque j'ai retrouvé un peu mon calme, je leur ai raconté ce qui s'était passé et, comme vous pouvez l'imaginer, ils n'ont pas cru un seul mot de ce que j'ai dit et m'ont écarté comme si je faisais une blague tardive du 1er avril. Ils ne se souvenaient pas que j'avais emmené mon fils se faire couper les cheveux 2 jours plus tôt et ne se rappelaient pas non plus avoir fait les tâches de jardin ce jour-là. Il y a aussi quelque chose que j'avais presque oublié. Les plantes et la pelouse étaient bien entretenues, mais tous les matériaux de construction que mon père et moi avions déplacés étaient revenus exactement à l'endroit où ils se trouvaient avant. Si l'un d'entre vous a déjà vécu quelque chose comme ça, dites-le moi, s'il vous plaît. Quand j'avais environ 13 ans, j'étais dans le garage en train de raboter une planche de bois avec une raboteuse électrique. C'est une machine avec un convoyeur qui attrape le bois et le fait passer sous une lame pour l'amincir. On m'avait pourtant clairement expliqué qu'il ne fallait jamais porter de manches longues avec ce genre d'appareil, parce que le tissu peut se coincer et que la machine peut littéralement broyer un bras. Mais à cet âge-là, je me croyais plus malin que les règles. J'ai quand même gardé mon pull à manches longues et j'ai continué. Quelques secondes plus tard, ce qui devait arriver est arrivé. Le tissu de ma manche a été happé par le convoyeur et mon bras a commencé à être tiré vers la machine. J'ai compris immédiatement que quelque chose n'allait pas, mais mon cerveau s'est figé. J'avais peut-être 2 secondes pour réagir. Je sentais une pression énorme sur mon bras, puis une douleur violente, comme si la lame était en train de couper. J'étais persuadé de sentir mon os céder sous la force. Pendant un instant, je suis resté immobile, incapable de bouger, convaincu que c'était fini. Puis, sans vraiment réfléchir, j'ai repris le contrôle et j'ai frappé le bouton d'arrêt d'urgence. La machine s'est arrêtée net. J'ai arraché mon bras du convoyeur, le cœur battant, certain que j'allais voir du sang partout, peut-être même quelque chose de bien pire. Mais quand j'ai regardé mon bras, il n'y avait rien. Pas une goutte de sang. Pas de coupure. Pas de bleu. Ma peau était intacte. Même ma manche n'était pas déchirée. J'ai tourné mon bras dans tous les sens, j'ai appuyé dessus, j'ai vérifié si je pouvais encore bouger mes doigts. Tout fonctionnait normalement. Quand j'étais enfant, différents membres de ma famille m'emmenaient en sortie, aux zoos, dans des musées, dans des parcs d'attractions, au cinéma, et ainsi de suite. Lors de l'une de ces sorties,
mon grand-père nous a emmenés, nous les enfants, au cinéma. Ces vieux cinémas datent de l'époque où il proposait des spectacles sur scène, du vaudeville. Le vieux théâtre où mon grand-père nous a conduits possédait encore une fosse d'orchestre, même si elle n'avait plus été utilisée depuis des décennies, le vaudeville ayant disparu depuis longtemps. Je suivais mon grand-père dans l'espace situé entre les sièges du premier rang et la fosse d'orchestre. Par simple curiosité, j'ai jeté un coup d'œil dans la fosse. Il n'y avait pas de plancher. On pouvait voir directement le sous-sol. Mais sur le sol du sous-sol, il y avait, tu connais le vieux poème de Humpty Dumpty ? Sur le sol se trouvait un énorme œuf de la taille d'un homme, avec un visage joyeux peint sur sa coquille. Il avait des bras et des jambes. Il était allongé sur le dos et agitait ses membres comme s'il essayait de se relever, mais n'y parvenait pas à cause de sa forme d'œuf. J'ai détourné le regard vers mon grand-père pendant une seconde, puis j'ai regardé de nouveau dans la fosse d'orchestre. Cette fois, l'expression peinte sur son visage avait changé. Elle montrait maintenant du chagrin et de la frustration. Les yeux étaient fermés et la bouche crispée. J'ai détourné le regard encore une très brève seconde, puis j'ai regardé à nouveau dans la fosse. Cette fois, il n'y avait plus d'œuf. Seulement le sol nu du sous-sol. J'ai regardé ailleurs encore une fois, juste quelques secondes, sans doute pour aller dire à quelqu'un ce que j'avais vu. Puis j'ai regardé de nouveau dans la fosse d'orchestre. Cette fois, le plancher de la fosse était là. Je ne pouvais plus voir le sous-sol. Sur le plancher de la fosse, il n'y avait qu'une petite poignée de chaises pliantes en bois. Rien d'autre. Pendant un été, je faisais un stage d'observation dans un petit studio d'animation. Il n'y avait pas énormément de monde, en moyenne une vingtaine à une trentaine de personnes par jour. Le bâtiment était assez simple et divisé en plusieurs sections. Dans la mienne, j'étais presque toujours le dernier à rester travailler. Mon bureau faisait face à l'unique porte de la pièce. Cette porte donnait directement sur une cage d'escalier. On voyait parfaitement les marches qui montaient et descendaient. Il était absolument impossible que quelqu'un emprunte ces escaliers sans que je le voie. En plus de ça, les escaliers faisaient énormément d'écho. Le moindre pas résonnait dans tout l'étage. Il n'existait aucun autre moyen de circuler entre les étages. À moins de grimper au mur comme un super-héros, tout le monde devait passer par là. La femme de ménage avait l'habitude de venir me parler quelques minutes avant de commencer le nettoyage des étages supérieurs. Elle avait une apparence très reconnaissable. Des cheveux courts d'un vert très vif, des yeux bleus énormes, presque irréels. Elle ressemblait vraiment à un personnage d'animation, ce qui la rendait impossible à confondre avec quelqu'un d'autre. Ce jour-là, je l'ai vue monter les escaliers depuis l'étage inférieur. Elle est entrée dans la pièce, nous avons discuté comme d'habitude de choses banales, du travail, de la chaleur, de la journée qui se terminait. Avant de repartir, elle m'a dit « à demain », puis elle a éternué d'une manière très particulière, exactement comme elle le faisait toujours. Ensuite, je l'ai regardée sortir et monter les escaliers vers l'étage supérieur. J'ai entendu ses pas s'éloigner jusqu'à disparaître. Une dizaine de minutes plus tard, alors que j'étais concentré sur mon écran, j'ai vu quelqu'un remonter les escaliers depuis l'étage du dessous. C'était la même femme. Exactement la même. Même cheveux verts, mêmes yeux, mêmes vêtements. Elle est entrée dans la pièce et a entamé la même conversation mot pour mot, comme si rien ne s'était passé avant. J'étais un peu distrait et fatigué, alors je répondais machinalement, sans vraiment y prêter attention. Puis elle a prononcé exactement la même phrase, « à demain ». Elle a éternué de la même façon, au même moment, avec le même son. Ensuite, elle est repartie et a disparu dans les escaliers menant à l'étage supérieur. C'est seulement à ce moment-là que mon cerveau a rattrapé ce que je venais de vivre. Il n'y avait eu aucun bruit de pas entre les deux apparitions. Personne n'était redescendu. Personne n'était passé devant moi. Elle n'aurait jamais pu revenir par les escaliers sans que je le voie ou que je l'entende. Pourtant, elle était revenue et avait répété la scène à l'identique. Je n'ai jamais su comment c'était possible ni ce que j'avais réellement vu.
Mes collègues et moi avions l'habitude d'aller dans ce buffet environ 2 fois par mois. C'était un restaurant chinois et il était immense, vraiment immense, comme s'ils avaient acheté un magasin d'articles de sport et décidé au dernier moment qu'ils préféraient les rouleaux de printemps. Ils pouvaient facilement accueillir 400 clients, mais au lieu de mettre des box, ils avaient construit une quantité énorme d'allées de buffets. Imagine un buffet de casino à Las Vegas, sauf que tout était composé de plats chinois venant de toutes les régions du pays. Autant dire qu'on se faisait plaisir. C'est moi qui faisais le covoiturage, comme toujours. Moi et 3 collègues de bureau entassés dans une petite Mazda. Le restaurant était à environ 1 mile, en passant par un énorme carrefour à 4 stops, puis un virage à droite vers un parking plus grand que certaines forêts amazoniennes. Il fallait faire attention au changement de voie parce que les lignes sur la route étaient peintes de manière étrange. Je précise ces détails pour une raison. Je connaissais ce trajet par cœur. Je passais le feu, j'entrais sur le parking et je traversais l'équivalent de 3 terrains de football complètement vides pour me garer. En repartant, je faisais exactement le chemin inverse. Le parking était tellement gigantesque qu'il y avait en réalité 2 feux de circulation à des coins opposés. Quand je repartais, je regardais simplement lequel venait de passer au rouge et je traversais le parking en direction de l'autre. Il y avait plus de 4 acres de béton à découvert, percuter quelqu'un n'était clairement pas un problème. J'utilisais cette astuce des feux depuis presque 2 ans. 2 ans. Et là, moment façon tardy. Après notre séance de gloutonnerie asiatique, on remonte tous dans ma Mazda. Je démarre, je jette un coup d'œil au feu du coin et il vient de passer au rouge. Aucun souci, je tourne le volant et je traverse le parking vers l'autre feu. Et je passe en plein milieu d'une station-service à 8 pompes. À environ 50 km/h, en accélérant. Tout le monde se met à hurler. Les gens qui faisaient le plein se jettent contre leur voiture pour s'écarter de ma trajectoire. Je tourne brusquement à droite et j'écrase la pédale de frein si fort que l'ABS se met à faire ce bruit de martèlement pendant que les pneus crissent. Le fait que je n'ai pas anéanti une famille entière tient du miracle absolu. Et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, mon ami Travis crie « D'où sort cette putain de station-service ?» C'était il y a environ 8 ans, et encore aujourd'hui, nous sommes tous les 4 absolument convaincus que ce parking était entièrement vide, à 100%, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus soudainement. Pourtant, toutes les autres personnes à qui nous en parlons jurent que cette station a toujours été là. Je suis même entré à l'intérieur pour vérifier la licence commerciale affichée au mur. Elle avait 4 ans et était renouvelée chaque année. Or, nous coupions à travers ce parking vide au moins 2 fois par mois, parfois 3 fois ou plus. Avec mes amis, on a toujours été très attirés par les drogues psychédéliques. On aimait surtout vivre ces expériences dans des lieux différents, changer d'ambiance, voir comment le décor influençait le voyage. Je me souviens très bien de la toute première fois où nous avons pris du LSD. C'était chez un ami, dans sa chambre. Son lit était placé juste sous une fenêtre, au bout de laquelle on pouvait voir le ciel nocturne. Pendant des heures, on est resté allongé là, à regarder les étoiles, à siroter du thé chaud. On ne parlait presque pas, on observait simplement le cosmos, avec l'impression étrange de faire partie de quelque chose d'immense. Le temps semblait n'avoir plus aucun sens. On aurait dit que quelques minutes passaient alors qu'en réalité, des heures s'écoulaient. À un moment, mon ami a soudainement lancé « Hey petit gars ». J'ai tourné la tête vers la gauche et j'ai vu quelque chose sur le rebord de la fenêtre. C'était une chenille, mais pas comme celle que j'avais déjà vue. Elle était petite, d'un jaune très vif, avec une étrange bande verte qui traversait tout son dos. Elle bougeait d'une manière presque hypnotique, comme si chacun de ses mouvements avait une intention précise. On s'est mis à rire, fasciné par cette créature. On a commencé à parler d'elle, à commenter la façon dont elle se déplaçait, son apparence, et surtout à se demander comment elle avait bien pu se retrouver aussi haut, sur une fenêtre, en pleine nuit. Cette chenille semblait unique, presque trop parfaite pour être réelle. Il y avait quelque chose chez elle qui ne collait pas avec notre idée normale du monde. Puis les mois ont passé. L'histoire de la chenille est devenue un souvenir étrange,
une anecdote que l'on racontait parfois en rigolant. Un jour, on a décidé d'organiser un voyage en camping. On a roulé pendant des heures jusqu'au Lake District, avec l'idée de prendre du LSD au sommet d'une montagne. Après une longue randonnée, on a finalement installé le camp sous un ciel rempli d'étoiles. La soirée était parfaite. On a allumé des feux, partagé des histoires, ri ensemble. La nuit avançait lentement. À un moment, j'ai entendu mon ami crier. Sa voix était étrange, mêlée d'émerveillement et d'incompréhension. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu te souviens de la chenille, pas vrai ?» J'ai répondu oui, sans trop comprendre. Il m'a alors dit de regarder sous une pierre près de nous. Quand j'ai soulevé la pierre, mon cœur s'est arrêté. Là, juste en dessous, se trouvait la même chenille. Exactement la même. Le même jaune éclatant, la même bande verte, la même façon de bouger, lente et presque consciente. On était persuadé que c'était elle. Pas une autre, pas une ressemblance. La même entité, retrouvée des mois plus tard, à des kilomètres de distance. On était sous le choc. On répétait sans cesse que ce n'était pas possible, mais en même temps, on ne pouvait pas nier ce qu'on voyait. On était convaincus d'avoir retrouvé notre petite créature. Le plus troublant, c'est que ce soir-là, un autre ami était venu camper avec nous uniquement pour l'expérience. Il n'avait pas pris de LSD, il avait juste fumé quelques joints. Le lendemain matin, il nous a dit que pendant près de 2 heures, on avait parlé à une pierre, complètement absorbée, comme si quelque chose d'invisible se trouvait là. Selon lui, il n'y avait jamais eu de chenille. Rien du tout. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. Est-ce que cet insecte existait dans une autre réalité? Est-ce qu'il ne pouvait être perçu que dans un certain état de conscience? Est-ce qu'il y a des formes de vie qui glissent entre les couches du réel, invisibles la plupart du temps? J'ai cherché cette chenille sur Internet, j'ai fouillé des listes d'insectes, des forums, des photos. Je n'ai jamais rien trouvé qui lui ressemble vraiment. Le premier incident. J'étais assis sur mon canapé en train de regarder SmackDown, à l'époque où c'était encore diffusé le mardi, et pendant un match en particulier que je trouvais ennuyeux, j'étais sur mon téléphone. J'ai entendu ma mère m'appeler depuis la cuisine et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Aucune réponse. Je l'ai ignoré et j'ai continué sur mon téléphone quand je l'ai entendu m'appeler à nouveau depuis la cuisine. J'ai levé les yeux au ciel et je me suis levé pour aller à la cuisine, puis j'ai jeté un coup d'œil au match de catch, ce qui m'a ramené à la réalité. J'avais emménagé dans mon propre logement en banlieue plusieurs mois auparavant, c'était un jour de travail, ma mère vivait en ville à plus d'1 heure de route et elle ne conduisait pas. J'ai paniqué et j'ai fermé la porte de la salle familiale, l'ancienne maison a une porte dans cette pièce. La porte a des fenêtres en haut et j'ai pris un petit escabeau pour regarder à travers les vitres pendant environ une demi-heure. Ce qui était étrange, c'est que mes chiens n'ont absolument pas réagi, comme s'ils n'avaient rien entendu. Ils sont simplement restés allongés sur le canapé. J'ai des lumières connectées, alors j'ai allumé toutes les lumières du salon et de la cuisine pour voir si quelqu'un se trouvait là-bas. J'ai vérifié la caméra de l'arrière-porche, qui est reliée à la cuisine, et je n'ai rien vu. Après une demi-heure, j'ai vérifié toute la maison et j'ai réalisé que j'étais effectivement seul avec mes chiens. C'était extrêmement bizarre. J'en ai parlé à ma mère le week-end suivant et elle m'a trouvé fou d'être resté là tout seul. Deuxième incident. Je dormais pendant mon premier week-end de repos depuis des mois. Je me réveille habituellement à 8 heures les jours de repos, mais j'étais épuisé et j'ai dormi un peu plus longtemps. Je le répète encore une fois, je vis seul avec mes 2 chiens. Alors quand j'ai entendu mon père dire mon prénom avec la voix paniquée qu'il utilisait quand il voulait que je me réveille vite, j'ai paniqué. J'ai failli me tuer quand j'ai bondi du lit, que mon pied s'est pris dans les draps et que je suis tombé. Mon père était décédé 1 an avant que je n'emménage seul. Autant dire que je comprends pourquoi mes parents n'ont jamais voulu acheter une maison en banlieue et ont vécu toute leur vie en ville. Les choses commencent vraiment à devenir étranges quand une maison dans une petite ville entre en jeu. Ce qui s'est passé ce jour-là ressemble presque à un bug de la réalité,
et j'ai parfois l'impression que cela m'a réellement sauvé la vie. C'était à l'été 2018, au village piétonnier de Mont-Tremblant, au Québec. L'endroit était rempli de touristes, l'ambiance était détendue, et tout semblait parfaitement normal. J'ai décidé de monter une partie de la montagne pour essayer une attraction. C'était une sorte de luge sur roue. On était allongé sur un petit chariot, sans moteur, avec des freins et un système de direction rudimentaire. La descente se faisait uniquement grâce à la pente du parcours. Dès les premières secondes, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mon chariot ne réagissait presque pas. Les freins étaient incroyablement durs, presque inutiles, et la direction répondait à peine, même en forçant de toutes mes forces. J'ai essayé de corriger la trajectoire, de ralentir, mais plus je luttais, plus j'avais l'impression que le chariot m'échappait complètement. Très vite, j'ai vu que je me dirigeais droit vers le bord de la piste. À cet endroit, il n'y avait qu'un petit rebord, une sorte de mince ledge, qui séparait la piste d'une chute de plusieurs mètres. En dessous, le terrain était raide, rocailleux, et clairement pas conçu pour amortir une chute humaine. Je savais que si je passais par-dessus, les conséquences seraient graves. Dans le pire des cas, je pouvais y laisser ma vie. J'ai tiré sur les freins aussi fort que possible, au point d'avoir mal au bras, et je me suis préparé à l'impact. Tout s'est passé très vite. Le chariot a percuté le rebord et s'est arrêté net. J'ai senti une secousse violente, puis plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux et que j'ai réalisé où je me trouvais, j'étais figé. J'étais littéralement posé sur ce petit rebord, juste au bord du vide. Mon chariot ne basculait pas. Mon corps ne glissait pas. Je ne tombais pas. Ce rebord, qui semblait bien trop petit et bien trop fragile, m'avait arrêté. Logiquement, avec la vitesse et l'angle, il n'aurait jamais dû suffire. Et pourtant, il l'avait fait. Des employés sont arrivés en courant quelques instants plus tard pour m'aider à me relever. Mon cœur battait à toute vitesse, mes jambes tremblaient, mais j'étais en un seul morceau. Aucune blessure grave. Rien qui justifiait à quel point j'étais passé près du pire. Ce matin, je me suis réveillé et quelque chose n'allait pas. J'ai 29 ans et je connais très bien ma maison. Je suis allé dans la salle de bain, encore à moitié endormi, prête à prendre ma douche comme tous les matins. Dès que j'ai levé les yeux, mon porte-serviette m'a sauté aux yeux. Il avait l'air complètement différent. Il y avait 3 serviettes accrochées. 2 sur une barre à l'arrière, et une sur une barre à l'avant. Le problème, c'est que notre porte-serviette n'a jamais eu de barre. Depuis toujours, il n'y en a qu'une seule. D'habitude, nous n'accrochons que 2 serviettes. Mais il nous est déjà arrivé d'en avoir 3, notamment quand une serviette n'était pas encore sèche. Dans ces cas-là, je les entassais toutes les 3 sur l'unique barre. Ce n'était pas pratique, elles se chevauchaient, glissaient parfois, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il n'a jamais existé de deuxième barre pour répartir les serviettes. Voir cette configuration m'a immédiatement mise mal à l'aise. Ce n'était pas une simple impression vague. Mon cerveau refusait l'image. Tout semblait faux. J'ai essayé de rationaliser en me disant que je n'étais peut-être pas bien réveillé. J'ai pris ma douche en essayant d'ignorer cette sensation étrange. Quand j'ai voulu raccrocher ma serviette après la douche, le malaise a empiré. Mon geste habituel ne fonctionnait pas. Je n'étais pas habitué à glisser la serviette entre 2 barres. Mes mains hésitaient. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Le mouvement me paraissait complètement étranger, comme si j'utilisais un objet inconnu dans ma propre maison. À ce moment-là, j'ai appelé mon mari au travail. Je lui ai demandé s'il avait changé le porte-serviette ou s'il essayait de me faire une blague. Il a immédiatement nié. Il m'a dit qu'il n'avait rien touché et qu'il avait toujours été comme ça. Je lui ai alors demandé comment on accrochait nos serviettes d'habitude. Il m'a répondu très naturellement qu'on les mettait sur les 2 barres. J'ai essayé de faire exactement comme il disait. J'ai réparti les serviettes entre l'avant et l'arrière. Visuellement, ça semblait logique. Mais intérieurement, quelque chose résistait.
L'image ne collait pas à mes souvenirs. Plus j'y pensais, plus je sentais la panique monter. Mon cœur battait plus vite. J'avais la sensation très claire que la réalité avait changé pendant la nuit. Nous vivons dans cette maison depuis 4 ans. J'utilise ce porte-serviette tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Je me souviens distinctement de la frustration de manquer de place. Je me souviens d'avoir pesté contre cette unique barre. Ce ne sont pas des souvenirs flous ou anciens. Ils font partie de gestes quotidiens, répétés des centaines de fois. Je me suis retrouvé debout dans la salle de bain, à fixer ce porte-serviette, incapable de comprendre comment il pouvait avoir 2 barres alors que, pour moi, il n'en avait toujours eu qu'une. À ce moment-là, j'étais au bord de la crise de panique. Ce n'était pas seulement un objet qui avait changé. C'était la certitude troublante que quelque chose de fondamental dans mon quotidien ne correspondait plus à ce que je savais être vrai. J'ai vécu une expérience vraiment étrange et je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Cela s'est passé le mois dernier et depuis, ça ne cesse de me troubler. C'était en fin d'après-midi. J'étais sur la jetée avec ma nièce. De loin, j'apercevais des enfants en train de jouer près du rivage. Un peu plus loin, des femmes étaient assises non loin d'eux. À cette distance, j'étais presque certaine de reconnaître mes voisines et des amis, dont ma meilleure amie, accompagnée de leurs enfants. La scène me paraissait familière, naturelle, comme quelque chose que j'avais déjà vu 1000 fois. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait défiler mon fil Facebook. Je suis tombé sur une publication de ma meilleure amie. Elle avait posté des photos de son enfant jouant exactement à cet endroit, avec les enfants des voisins. J'ai regardé les photos une par une, attentivement. Je me souviens très bien de chaque détail. J'ai même remarqué qu'une autre de mes amies, qui est aussi notre voisine, avait réagi à certaines photos où son propre enfant apparaissait. À ce moment-là, tout confirmait ce que je croyais avoir vu de loin. Je me suis senti un peu mis à l'écart, ce sentiment désagréable de rater quelque chose. Plus tard dans la soirée, j'ai donc envoyé un message à ma meilleure amie pour lui proposer qu'on se retrouve à la plage le lendemain en fin d'après-midi. Le jour suivant, je lui ai dit qu'elle pouvait y aller avant moi car j'étais encore occupé à la maison et qu'il habitait plus près de la mer que moi. Quand je suis finalement arrivé sur place, elle était là avec ses 2 enfants et quelques enfants des voisins. J'ai aussi croisé cette même amie que je pensais avoir vue la veille. Elle, en revanche, repartait déjà chez elle avec son enfant. Sur le moment, rien ne m'a semblé étrange. Tout semblait simplement se dérouler comme prévu. Le vrai choc est arrivé plus tard dans la soirée, une fois rentré chez moi. J'ai ouvert Facebook et j'ai vu une publication de ma meilleure amie avec des photos de ses enfants et des autres enfants avec qui ils avaient joué ce jour-là. Au début, j'ai cru que Facebook me montrait simplement une ancienne publication. Mais en regardant de plus près, j'ai vu qu'il était indiqué, publié il y a 14 minutes. J'ai senti un froid me traverser. J'étais certaine d'avoir vu exactement cette publication la veille. Je me souvenais avoir fait défiler chaque photo. Je me souvenais de la réaction de mon autre ami. Et surtout, je me souvenais parfaitement d'un détail précis. Sur les photos, l'enfant de ma meilleure amie portait une robe de plage bien reconnaissable. En regardant la publication récente, c'était exactement la même robe, les mêmes enfants, les mêmes poses, le même décor. Tout correspondait parfaitement. Complètement perdu, je suis allé sur le profil de ma meilleure amie pour vérifier si elle avait posté quelque chose la veille. Il n'y avait rien. Aucune photo récente. Seulement des partages datant de plusieurs semaines. Comme si cette publication n'avait jamais existé avant ce moment précis. Le plus déroutant est arrivé quand je lui ai parlé de tout ça. Elle m'a affirmé très calmement qu'elle n'était pas allée à la plage la veille. Selon elle, la seule fois où elle y était allée, c'était le jour où je l'avais invitée. La première et unique fois. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, ce dont je me souvenais, les photos, les réactions, les détails. Plus je parlais, plus je me rendais compte à quel point ça sonnait étrange. Je lui ai ensuite raconté l'histoire à mon copain. Il m'a dit qu'il me croyait, qu'il savait que je n'inventais pas ce genre de choses.
Mais il a aussi ajouté qu'il aurait peut-être préféré que je n'en parle à personne, de peur que les autres pensent que je perde la tête. Il y a de nombreuses années, peut-être il y a 25 ans, j'étais chez un ami pour l'aider à bricoler sur divers projets. On a passé une bonne partie de la soirée à travailler, puis on est rentré dans la maison pour faire une pause et boire une tasse de thé. La télévision était allumée, et on est tombé sur une émission parlant d'ovnis, d'enlèvements extraterrestres, de faisceaux de lumière capables d'arrêter les moteurs des voitures. On regardait ça en rigolant, en commentant les histoires les plus absurdes pendant qu'on buvait notre thé. Quand l'émission s'est terminée, j'ai avalé la dernière gorgée, dit au revoir à mon ami, et je suis sorti dans la nuit. Il faisait humide, avec une légère bruine et un brouillard qui rendait l'air épais. En marchant vers ma voiture, je me suis dit que si je prenais la petite route à l'arrière, je pourrais peut-être encore atteindre le restaurant chinois avant la fermeture et m'acheter quelque chose à manger. J'ai donc démarré et me suis engagé sur cette route étroite et sinueuse, un simple chemin à une voie qui traversait la lande et montait progressivement vers les collines. Je conduisais ma fidèle mais catastrophique Volvo 340 GLE, une voiture qui avait déjà connu des jours meilleurs. En roulant, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les phares clignotaient légèrement. Le tableau de bord faisait la même chose. La lumière devenait plus forte, puis plus faible, à intervalles réguliers. Clair. Sombre. Clair. Sombre. Toutes les quelques secondes. Sur le moment, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Je me suis mis à rire tout seul dans la voiture. Après tout, je venais juste de regarder une émission sur les extraterrestres. J'ai pensé que c'était presque trop parfait. Les aliens arrivaient pour de vrai, visiblement intéressés par une vieille Volvo rouillée sur une route perdue au milieu de nulle part. Puis la route a tourné brusquement et j'ai attaqué la partie la plus raide de la montée. J'ai rétrogradé pour garder de la puissance. Et là, tout s'est arrêté net. Les phares se sont éteints. La radio s'est tue. Le moteur a calé. Plus rien. Quand j'ai tourné la clé, aucune réaction. Pas un bruit. À cet instant précis, les extraterrestres ont cessé d'être une blague. La voiture était immobile, plongée dans l'obscurité, avec le brouillard qui se refermait autour de moi. Le silence était total, seulement interrompu par le léger bruit de la pluie sur la carrosserie. Pendant quelques secondes, je suis resté assis là, à écouter, à me demander si j'allais devoir rentrer à pied ou attendre une dépanneuse au milieu de la nuit. Heureusement, ma lampe torche fonctionnait encore. Je suis sorti de la voiture, j'ai ouvert le capot, et à la lumière tremblante de la torche, j'ai rapidement vu le problème. La cosse de masse de la batterie était desserrée. Avec une clé de 13 mm que j'avais par chance dans la voiture, j'ai pu la resserrer correctement. Une fois remonté au volant, tout est revenu à la normale. Les lumières se sont rallumées, le moteur a démarré, et la Volvo a repris sa route comme si rien ne s'était passé. Je suis reparti en riant nerveusement, un peu soulagé, un peu déçu. Les aliens n'y étaient pour rien cette fois. Mais je n'ai plus jamais regardé une émission sur les ovnis de la même manière avant de prendre la route. La nuit de Noël, j'étais chez ma mère. Les enfants étaient partis chez leur père et nous étions toutes les deux tranquillement installés à regarder Back-Off à la télévision. L'ambiance était calme, chaleureuse, exactement ce genre de moment simple qu'on apprécie encore plus pendant les fêtes. Je portais une nouvelle paire de chaussons que ma mère m'avait offerte pour Noël. Chaque fois que je me levais, j'entendais un bruit désagréable sous mes pieds, comme quelque chose qui craquait ou frottait contre le sol. Ça finissait par m'agacer. Quand je me suis rassise, j'ai posé mes pieds sur le pouf. Comme j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'eau, ce n'est pas facile pour moi de plier les jambes pour regarder sous mes pieds. J'ai donc demandé à ma mère si j'avais encore des autocollants sous les chaussons. Elle a regardé et m'a confirmé que oui. J'ai retiré les chaussons et j'ai décollé les autocollants. Ils étaient collés directement sur le texte en relief sous la semelle, là où sont indiquées la pointure et les informations du fabricant.
Je suis ensuite allé dans la cuisine et j'ai collé les autocollants sur une boîte en carton qui se trouvait dans la poubelle, histoire qu'ils ne se recollent pas ailleurs. Environ 1 heure plus tard, nous étions toujours en train de regarder la télévision. J'avais de nouveau les pieds sur le pouf quand ma mère m'a regardé d'un air surpris. Elle m'a dit « Je croyais que tu avais enlevé les autocollants de tes chaussons. » Je lui ai répondu que oui, bien sûr. Elle a alors insisté en disant qu'il y en avait encore un sous le chausson gauche. Je l'ai retiré et effectivement, l'autocollant était toujours là. Exactement au même endroit, collé sur le texte en relief. Sur l'autre chausson, il n'y avait que des traces de colle à l'endroit où l'autocollant avait été retiré plus tôt. Il n'y avait aucune trace ailleurs, ce qui excluait complètement l'idée qu'il y ait eu un deuxième autocollant sur ce chausson. J'étais absolument certaine de l'avoir décollé la première fois. Ma mère et moi sommes restés à nous regarder pendant quelques secondes, complètement perplexes. J'ai alors retiré l'autocollant du chausson gauche et je suis allé le jeter à la poubelle. Et là, chose encore plus étrange, les 2 autocollants que j'avais jetés plus tôt étaient toujours collés au carton, exactement comme je les avais laissés. Je les ai décollés et je les ai rapportés dans le salon pour les montrer à ma mère. Nous avons même comparé l'un des autocollants avec l'empreinte laissée par le texte en relief sous le chausson gauche. Les formes correspondaient parfaitement. C'était exactement le même autocollant. À ce moment-là, plus aucune explication logique ne tenait. On avait l'impression qu'il s'était tout simplement volatilisé pour réapparaître plus tard. J'ai remis les 3 autocollants dans la poubelle. Les 2 premiers se sont collés ensemble, et le 3e est resté à côté. Plus tard, ma mère est allée se faire une tasse de thé. En jetant le sachet de thé, elle m'a appelé depuis la cuisine pour me demander si j'avais bien mis tous les autocollants à la poubelle. Je lui ai répondu que oui. Elle m'a dit qu'il n'y en avait que 2. Je suis allé vérifier et elle avait raison. Là où les 2 autocollants étaient collés ensemble, il n'y en avait plus qu'un seul. Le 3e était toujours à côté, exactement à l'endroit où je l'avais posé. Le second avait disparu, sans aucune trace. Dans la maison où j'ai grandi, il y avait une entrée assez particulière. Ce n'était pas vraiment une maison à 2 étages, mais le hall d'entrée montait sur toute la hauteur, avec au-dessus de la porte d'entrée une immense fenêtre. Elle donnait directement sur le ciel. Les nuits dégagées, sans nuages, on pouvait voir la lune très clairement quand elle était pleine. La lumière entrait profondément dans la maison et baignait le salon d'une lueur pâle. Quand j'étais enfant, j'avais une mauvaise habitude. Je me levais souvent au milieu de la nuit sans raison précise. Parfois je n'arrivais pas à dormir, parfois j'avais simplement envie de marcher un peu dans la maison silencieuse. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange, surtout autour des nuits de pleine lune. Ces nuits-là, et souvent les 2 nuits suivantes, il y avait quelqu'un dans le salon. C'était toujours le même homme. Un vieil homme, petit et trapu, avec un ventre rond. Il portait des salopettes usées, un débardeur blanc dont les manches étaient roulées au-dessus des coudes, de grosses bottes de travail, et parfois un chapeau de paille posé sur la tête. Autour de lui, sur la moquette claire du salon, il y avait de la boue. Pas partout, juste là où il se tenait, comme s'il venait de marcher dans un champ humide. Il dégageait une odeur très particulière, un mélange de terre, de tabac et de bois brûlé. Il se tenait toujours au même endroit. Juste à la limite entre le carrelage et la moquette, sans jamais poser un pied plus loin. Les mains dans les poches, il levait la tête vers la grande fenêtre et regardait la lune. Il parlait à voix basse, presque comme s'il se parlait à lui-même. Il répétait souvent la même phrase. « Elle m'appelle à la maison. Un jour je rentrerai chez moi. Elle m'appelle. Elle m'appelle. » Une fois, rassemblant mon courage, je lui ai demandé qui l'appelait. Il a tourné légèrement la tête vers moi, sans vraiment me regarder, et m'a répondu calmement. « La lune. Elle m'appelle. Bientôt je serai en sécurité. » Il n'était jamais menaçant. Il ne bougeait presque pas. Il ne faisait rien d'autre que rester là, à regarder le ciel, comme s'il attendait quelque chose. Je me tenais parfois à côté de lui, en silence,
observant la lumière lunaire se refléter sur la vitre. Il ne semblait pas surpris de me voir, comme s'il savait que j'allais passer par là. Le matin venu, tout disparaissait. Il n'y avait plus personne dans le salon. Plus aucune trace de boue sur la moquette. Rien qui puisse prouver qu'il avait été là. Je savais que mes parents n'avaient rien nettoyé. S'il y avait eu de la boue sur le tapis, mon frère ou moi nous serions fait. Depuis 2 ans, il se passe quelque chose d'absolument inexplicable entre une amie et moi. À chaque fois que je lui envoie un message, ou qu'elle m'en envoie un, nous étions déjà en train de penser l'une à l'autre exactement au même moment. Pas parfois. Pas souvent. À chaque fois, sans la moindre exception. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que nous avons des âges complètement différents. J'ai 22 ans et elle en a 70. Nous n'avons pas les mêmes habitudes, pas les mêmes cercles sociaux, pas les mêmes réseaux ni les mêmes algorithmes pour nous suggérer du contenu similaire. Il n'y a aucune raison logique pour que nos pensées se synchronisent ainsi. J'ai essayé de rationaliser la situation des dizaines de fois, de me dire que c'était juste une impression, mais je n'y arrive jamais. La scène est presque toujours la même. Je pense soudainement à elle et je me dis que ça fait longtemps que je ne lui ai pas écrit. Je prends mon téléphone pour ouvrir WhatsApp et, avant même que je puisse taper quoi que ce soit, un message d'elle apparaît à l'écran. Les rares fois où cela ne se produit pas exactement ainsi, elle me dit aussitôt « J'étais justement en train de penser à toi » ou « J'allais t'écrire ». Ce phénomène s'est produit des centaines de fois. À tel point que j'ai commencé à faire des tests. Parfois, quand je pense à lui envoyer un message, je m'arrête volontairement. Je fixe simplement mon écran pendant quelques secondes, sans rien faire. Et presque systématiquement, le message arrive. Comme si elle avait ressenti que j'étais sur le point de lui écrire. Les gens ne me croient jamais quand j'en parle. Ils sourient, ils disent que ce sont des coïncidences, que j'exagère sûrement. Jusqu'au moment où ça se produit devant eux. Là, le silence s'installe, suivi d'un regard incrédule. Même moi, alors que je le vis depuis 2 ans, j'ai encore du mal à y croire. Une fois, ça peut être un hasard. 2 fois, une coïncidence amusante. Mais chaque fois, sans exception, encore et encore. À partir de quand une coïncidence cesse d'en être une? Quand j'étais en première année de lycée, il y avait à la fin de la journée une heure un peu spéciale. Ce n'était pas vraiment un cours. On pouvait se détendre, avancer sur nos devoirs si on voulait, discuter avec nos amis ou utiliser les ordinateurs quand ils étaient libres. J'avais 2 amis proches dans cette classe. Appelons-les O et N. O était assis juste à côté de moi et N derrière moi, et on passait beaucoup de temps à parler tous les 3. C'était un de ces créneaux où les conversations partaient dans tous les sens sans que personne ne fasse vraiment attention à ce qui se disait. Un jour, une fille est arrivée et s'est jointe à nous. Appelons-la A. Je ne me souvenais pas vraiment d'elle, ou alors seulement vaguement. Elle semblait en revanche très proche de O et N, ce qui a fait que je me suis naturellement retrouvé inclus dans la discussion. Elle parlait fort, riait beaucoup, et essayait clairement d'attirer l'attention. À un moment, elle a relevé la manche de son sweat et nous a montré un tatouage sur son avant-bras gauche. Un serpent mal fait, clairement amateur, avec des lignes irrégulières et un dessin maladroit. Elle nous a expliqué qu'elle l'avait fait elle-même, complètement bourrée et défoncée pendant une soirée. Elle en parlait comme si c'était un exploit, comme une preuve qu'elle était rebelle ou différente. À l'époque, ça m'avait surtout paru idiot. Un comportement typique d'ado qui veut impressionner ses amis sans réfléchir aux conséquences. Le temps a passé. On est rentré en 2e semestre de seconde. C'est là que j'ai eu ma toute première petite amie. C'était l'hiver, donc on portait presque tout le temps des manches longues. Pendant les premières semaines de notre relation, je ne voyais quasiment jamais ses bras découverts. Puis un jour un peu plus doux est arrivé. Elle a enlevé son manteau, remonté ses manches, et c'est là que j'ai vu son avant-bras gauche. Mon estomac s'est noué instantanément. Elle avait exactement le même tatouage. Le même serpent mal dessiné.
Même taille, même emplacement, même défaut. Sur le moment, ça m'a frappé comme une évidence. Je lui ai dit que je l'avais déjà vu avant, l'année précédente, et que je me souvenais parfaitement de ce tatouage. Je lui ai expliqué le contexte, la classe, la conversation, la manière dont elle l'avait montré. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Elle m'a assuré que c'était impossible. Selon elle, elle avait déménagé ici seulement en seconde. Elle disait avoir fait ce tatouage pendant l'été entre la première et la seconde, après son déménagement. Elle insistait sur le fait qu'elle n'était même pas dans ce lycée l'année précédente. La discussion n'a mené nulle part. Plus j'étais sûr de mon souvenir, plus elle niait. Elle n'avait pas l'air de mentir, mais moi non plus. Ce n'était pas un vague sentiment ou un détail flou. Je me souvenais très clairement de ce moment, de la classe, de la manière dont elle avait parlé du tatouage, et surtout du serpent lui-même. À l'époque, ça m'avait vraiment troublé. Je n'arrivais pas à comprendre comment ces deux versions pouvaient coexister. Avec le recul, la relation en elle-même était mauvaise. Immature, conflictuelle, vouée à l'échec. Sans entrer dans les détails, ce n'était pas une grande histoire d'amour. Quand j'avais 13 ans, j'étais complètement seul à la maison. J'étais allongé sur mon lit en train de regarder des vidéos YouTube quand j'ai soudain entendu des bruits de cuisine venant de la pièce d'à côté. Des sons clairs, comme quelqu'un qui manipulait des casseroles et fouillait dans les placards. J'ai pensé que ma mère était déjà rentrée, alors je suis resté calme. Mais quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était elle qui m'appelait. J'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. Les yeux grands ouverts, j'ai répondu. Elle m'a demandé si tout allait bien, si je passais une bonne journée. J'ai répondu que oui, en essayant de garder une voix normale, alors que j'étais en panique totale à l'intérieur. Quand l'appel s'est terminé, le silence est revenu pendant un court moment. Quelques minutes plus tard, les bruits ont recommencé. Cette fois, c'était plus distinct. On aurait dit que quelqu'un se déplaçait lentement dans la cuisine, comme s'il prenait son temps. J'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était sûrement mon chat. Je suis sorti de ma chambre pour vérifier. Mon chat dormait profondément sur le canapé et la cuisine était parfaitement intacte. Rien n'avait bougé. Pris de panique, j'ai rappelé ma mère. La voix tremblante, je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit que ça devait être des bruits ambiants. C'était l'été et les fenêtres étaient souvent ouvertes. J'ai essayé de m'en convaincre. Je me suis dit que les voisins cuisinaient peut-être. Je suis allé vérifier les fenêtres et elles étaient toutes complètement fermées. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis retourné en courant dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé, puis j'ai fermé mon placard comme si cela pouvait me protéger. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai enfoui ma tête sous l'oreiller. Les bruits ont recommencé, plus proches, plus insistants. Il n'y avait plus de doute possible. Ça venait de la cuisine, de notre cuisine. J'entendais clairement des gestes précis, comme quelqu'un qui préparait un repas sans se presser. J'ai essayé de me concentrer sur autre chose, de continuer ma journée comme si de rien n'était, mais le bruit ne s'arrêtait pas. Il devenait de plus en plus fort, comme s'il voulait attirer mon attention. La peur m'a paralysé. Je n'arrivais plus à bouger. Je suis resté immobile pendant environ 30 minutes, à écouter, à compter les secondes, persuadé que si je faisais le moindre bruit, quelque chose arriverait. Puis j'ai enfin entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ma mère était rentrée. Je lui ai tout raconté en détail. Elle m'a regardé longuement avant de me dire que j'avais sûrement halluciné, que mon imagination m'avait joué un tour. J'ai essayé d'accepter cette explication, mais au fond de moi, quelque chose résistait. Un proche que j'appellerai X a été réanimé après être resté sans oxygène pendant près de 15 minutes. Les médecins nous ont expliqué que la situation était extrêmement grave et que personne ne pouvait prédire l'issue. Le coma qui a suivi a duré plusieurs semaines. Dès ce moment,
j'ai décidé de passer chaque journée à l'hôpital auprès de X. Pendant cette période, j'ai presque arrêté de dormir. Les journées se mélangeaient aux nuits, rythmées par les machines, les visites médicales et l'attente constante d'un signe. Je rentrais chez moi uniquement pour me doucher ou changer de vêtements. Une nuit en particulier, je me souviens être tombé sur mon lit sans même me changer, les yeux ouverts, incapable de penser. J'avais pleuré pendant des jours et à ce moment-là, j'avais l'impression de ne plus en être capable. Comme si mon corps avait décidé d'éteindre quelque chose pour continuer à avancer. Je me suis finalement endormi profondément et je me suis retrouvé dans un endroit étrange mais familier. Il faisait sombre, mais ce n'était pas angoissant. Je n'arrivais pas à dire si c'était une pièce ou un lieu précis. Il y avait des chaises, et autour de moi, pas de mur, seulement un vide noir et épais. Pourtant, je me sentais calme. X était là. Nous avons parlé comme si rien ne s'était passé. Aucun hôpital, aucun coma, aucune peur. Juste une discussion banale, le genre de conversation que nous aurions eu n'importe quel autre jour. Nous avons évoqué des souvenirs, des choses sans importance, des projets vagues, sans jamais mentionner la situation réelle. Le temps semblait suspendu. À un moment, la conversation s'est arrêtée naturellement. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants. Puis, sans vraiment réfléchir, je lui ai dit « Tu sais, tu dois revenir, hein ?» X a pris une grande inspiration, comme si cette question réveillait quelque chose de plus lourd que le reste de la discussion. Il a hésité, détourné le regard un court instant, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Oui, je crois aussi. » Je me suis réveillé très tôt le matin. Je suis allé travailler comme d'habitude, encore marqué par ce rêve mais sans vraiment chercher à l'analyser. Ensuite, je suis passé à l'hôpital, exactement comme tous les jours précédents. Je n'ai raconté ce rêve à personne. Ni à ma famille, ni à mes amis. J'avais peur qu'ils y voient une histoire réconfortante inventée par mon esprit, quelque chose de cliché destiné à me donner de l'espoir. Une semaine et demie plus tard, X s'est réveillé. Contre toute attente, il allait étonnamment bien. Chaque jour, son état s'améliorait. Les médecins et le personnel de rééducation n'en revenaient pas. Après ce qu'il avait traversé, sa récupération était presque inexplicable. Aujourd'hui, X mène une vie normale. Et même si je n'aime pas cette pensée, je n'ai jamais pu m'empêcher de ressentir que je le savais déjà. Comme si, au fond de moi, la question avait trouvé sa réponse avant même que la réalité ne la confirme. Je ne suis pas religieux, et pourtant, cette certitude ne m'a jamais vraiment quitté. Au lycée, pendant un cours de physique, nous avions un laboratoire où nous devions fabriquer des fusées à partir de bouteilles de soda de 2 litres. L'objectif était simple en apparence. Les faire aller le plus loin possible tout en protégeant un œuf fixé dessus, qui ne devait surtout pas se casser à l'atterrissage. Notre groupe a passé pas mal de temps sur la conception. On ajustait les ailettes, on vérifiait l'équilibre, on renforçait la protection autour de l'œuf. Quand tout a enfin été prêt, nous sommes allés sur le terrain pour le lancement. Le dispositif était rudimentaire. Un tuyau en PVC sur lequel on plaçait la fusée en emboîtant le goulot de la bouteille. On pressurisait, puis on tirait le mécanisme de libération, et la fusée partait. L'école disposait d'un immense terrain. Un terrain de football, suivi de 2 terrains de foot américains alignés dans la longueur. Nous étions placés à une extrémité. Nous avons orienté notre fusée à environ 45 degrés, pointée vers l'autre bout du champ, ce qui représentait à peu près 300 yards. Le lancement a eu lieu. La fusée est partie avec un bruit sec, a filé droit devant elle, puis a disparu. Littéralement. Aucun arc visible, aucun point dans le ciel, rien. Elle s'était simplement volatilisée. Nous avons attendu. 1 seconde. Puis 5. Puis 10. On a commencé à se regarder entre nous, confus. Certains ont plissé les yeux en cherchant dans le ciel. D'autres ont regardé le sol au loin, pensant qu'elle était peut-être retombée hors de notre champ de vision. Finalement,
nous avons tourné la tête vers notre professeur avec une expression qui disait clairement qu'il y avait un problème. C'est à ce moment-là que quelqu'un a crié. Nous avons levé les yeux derrière nous. La fusée était là. Environ 20 yards derrière notre position initiale, à une dizaine de mètres de hauteur, avançant lentement vers nous comme si elle avait perdu toute énergie. Elle descendait presque doucement, sans bruit, et elle a fini par atterrir presque à nos pieds. L'œuf était intact. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Nous avons regardé la fusée. Puis le professeur. Puis à nouveau la fusée. Le professeur a cligné des yeux, a marqué une pause, et a simplement dit « Bon, réessayez je suppose ». Le reste de la classe a continué, mais nous sommes restés perturbés. Nous avons refait le lancement plus tard et tout s'est déroulé normalement. Aucun autre événement étrange. Pourtant, cette première tentative restait impossible à expliquer. L'angle était correct. Le vent était faible. La pression était conforme. Rien ne justifiait un tel trajet. Alors jusqu'à ce que quelqu'un me fournisse une explication plus convaincante, je reste sur ma propre théorie. La fusée est sortie de l'espace-temps pendant un instant avant d'y revenir au même point. Sauf que pendant ce laps de temps, la Terre avait tourné, le système solaire avait avancé, la galaxie avait continué sa course. Résultat, quand la fusée est revenue, ce point se trouvait derrière nous. Et elle est simplement retombée comme si de rien n'était. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui s'est réellement passé. Quand j'étais plus jeune, mon père avait l'habitude de retoucher des photos. Il prenait des images de ses amis ou de la famille et les modifiait pour les rendre drôles. Il le faisait très souvent, au point que tout le monde le savait. C'était devenu une sorte de blague récurrente. Une photo trafiquée finissait parfois en image de groupe ou en icône, et tout le monde riait en sachant que ça venait de lui. Un jour, en faisant défiler la galerie sur mon appareil, je suis tombé sur une image qui m'a immédiatement figé. C'était une photo de mes propres jambes, prise comme si j'étais assis et que je regardais mes genoux et mes cuisses. L'angle était parfaitement logique, exactement ce que je voyais quand je baissais les yeux. Mais sur ma jambe droite, il manquait une partie. Un morceau semblait avoir été arraché. On voyait clairement ce qui ressemblait à un os, exposé, comme si la chair avait été découpée nette. Ce qui rendait l'image encore plus dérangeante, c'est qu'il n'y avait pas de sang. Aucun détail gore. Juste ma jambe, coupée de manière irréaliste, et cet os visible, presque propre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai ressenti une montée de peur très brève mais intense. Sans réfléchir, j'ai supprimé la photo immédiatement. Encore aujourd'hui, je regrette ce réflexe. Juste après l'avoir effacé, la peur a laissé place au rire. Je me suis dit que c'était forcément un montage. C'était exactement le genre de choses que mon père aurait pu faire, surtout pour me faire sursauter. L'image semblait trop précise pour être autre chose qu'une blague. Je suis allé dans le salon, encore un peu nerveux mais amusé. « Et papa, j'ai vu la photo que tu as faite. Elle était flippante, on aurait dit une vraie. » Il m'a regardé bizarrement, avec un air à la fois surpris et confus. « Quelle photo ?» Je lui ai expliqué ce que j'avais vu, les détails, mes jambes, l'angle, l'os apparent. Ma mère s'est jointe à la conversation. Aucun des deux ne comprenait de quoi je parlais. Mon père a juré qu'il n'avait jamais fait une photo comme ça. Ils m'ont simplement dit que si l'image me faisait peur, j'avais bien fait de la supprimer. Mais leur réaction ne ressemblait pas à un mensonge ou à une plaisanterie. Il n'y avait pas ce petit sourire qu'il avait habituellement quand il essayait de me faire marcher. Il avait l'air sincèrement perdu. Je sais que je ne dormais pas. Je sais que je ne rêvais pas. J'étais éveillé, lucide, en train de faire défiler des photos bien réelles. Et pourtant, cette image n'aurait jamais dû exister. Jusqu'à aujourd'hui, ce souvenir me met mal à l'aise. Pas par la violence de l'image, mais par l'absence totale d'explication. Je suis un gars plutôt imposant. Je fais environ 113 kilos pour 1,80 m.
Je suis fort, je fais du sport, mais je suis loin d'être un gymnaste ou quelqu'un de particulièrement agile. Je vis au Japon, et ici, les tremblements de terre font partie du quotidien. Le problème, c'est que j'en ai une peur terrible. Ils me rendent extrêmement parano. Dès que j'y pense, mon cœur s'emballe. Avec le temps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Très souvent, je peux sentir un tremblement de terre presque une minute avant qu'il ne commence réellement. Il y a une sorte de bourdonnement très léger qui traverse le sol. Mes pieds le perçoivent clairement quand je suis pieds nus sur le parquet. C'est comparable à la vibration d'un téléphone posé au sol, qui ferait frémir toute la pièce sans faire de bruit. À chaque fois que je ressens ça, je sais que quelque chose arrive, et je commence à me tendre, à écouter, à attendre. Mais ce n'est pas ça le plus bizarre. Le vrai problème survient quand un séisme commence alors que je dors profondément. À chaque fois, sans exception, dès que la première secousse démarre, je me retrouve debout dans l'encadrement de la porte de ma chambre. La porte est à environ 4 mètres de mon lit. Il fait parfois complètement noir, aucune lumière, aucun repère visuel. Pourtant, je suis là, parfaitement positionné, comme si mon corps savait exactement où aller. Je n'ai aucun souvenir conscient de m'être levé. Je ne me rappelle pas avoir ouvert les yeux, ni avoir posé un pied par terre, ni même avoir réfléchi. La seule chose dont je me souviens, ce sont des sensations très brèves et très nettes. Mon bras qui effleure le lit en passant. Mes pieds qui touchent le sol près de la porte. La certitude que tout s'est fait incroyablement vite. Je sais que le mouvement prend moins d'une seconde. Je sais aussi que je n'entends presque aucun bruit. Pas de pas lourd, pas de choc, rien qui corresponde à quelqu'un de mon gabarit. Dans mon esprit, c'est comme si mon corps avait traversé la pièce d'un seul bond, sans élan visible, sans hésitation. Quand je reprends vraiment conscience, je suis déjà en position de sécurité, le cœur battant à tout rompre, les muscles tendus. Après coup, quand je repense à la scène, ça n'a aucun sens. Vu mon poids, ma taille et mon manque total de souplesse, ce mouvement ne devrait pas être possible. Je ne m'entraîne pas à ce genre de réflexe. Je ne pratique aucun art martial. Et pourtant, à chaque séisme nocturne, je reproduis exactement la même chose, comme si un autre mode s'activait dans mon cerveau. Je n'ai aucune idée du genre de mouvement que je réalise à ce moment-là. Je ne sais pas comment mon corps peut réagir aussi vite, aussi précisément, sans que mon esprit conscient n'intervienne. Tout ce que je sais, c'est que ça me laisse toujours perplexe après coup. Et honnêtement, ça me fait presque aussi peur que les tremblements de terre eux-mêmes. Un jour au collège, un ami et moi nous ennuyions en attendant que la sonnerie retentisse. On faisait un tir à la corde avec un crayon, chacun tirant de son côté. D'un coup, le crayon s'est séparé en 2 morceaux parfaitement nets. Pas d'écharde, rien du tout. Le crayon devait être de très mauvaise qualité et nos forces avaient dû être incroyablement équilibrées des 2 côtés. Quand je travaillais dans un restaurant, j'ai fait tomber une cafetière en verre depuis la hauteur de ma taille sur le carrelage dur. Au lieu de se briser en 1000 morceaux, elle a rebondi comme un ballon de basket et est revenue directement dans mes mains, comme si le temps s'était rembobiné pour éviter les dégâts. Une autre fois dans ce même restaurant, j'étais pressé et je marchais rapidement pour aller quelque part. J'ai glissé sur de l'huile et j'ai ressenti la douleur atroce qui accompagne une blessure grave au genou, comme une luxation de la rotule. J'en avais déjà eu 5 auparavant et la sensation ainsi que la douleur étaient exactement les mêmes. Je suis resté assis quelques secondes sous le choc avant d'évaluer les dégâts, pour finalement me rendre compte que tout allait parfaitement bien. Aucune luxation, rien du tout. C'était comme si j'avais basculé vers une version de la situation où j'avais simplement glissé jusqu'au sol. J'ai acheté des chaussures antidérapantes juste après mon service. L'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée s'est produite alors que j'étais assis sur un lit à côté de mon frère, en train de regarder la télévision. Sans aucune raison, je me suis tourné vers lui et je lui ai mis un doigt dans l'œil. Je n'avais aucune envie de faire ça, mais j'avais l'impression de ne plus avoir le contrôle. J'ai vraiment eu le sentiment que quelque chose avait tourné ma tête vers lui, puis utilisé un mécanisme de contrôle pour tendre mon bras et lui enfoncer le doigt dans l'œil.
J'ai parfois l'impression d'être un avatar contrôlé par un extraterrestre qui avait juste besoin de recalibrer ses commandes, parce que les choses devenaient vraiment bizarres. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.